Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la présentation de la loi de finances 2022 qui, comme l'an passé, sera effectuée par le biais d'émissions télévisuelles. Cette présentation est réalisée à l'initiative de l'Ordre des experts comptables, des notaires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, du Centre pluridisciplinaire de gestion et du Centre de gestion Alsace. L'an dernier, nous avions fait 3 émissions, il y en aura 4 cette année. Une consacrée aux mesures concernant les particuliers, une autre concernant les entreprises, bien sûr la fiscalité des entreprises en tout particulier, ainsi que les nouvelles mesures favorables aux indépendants et enfin les relations avec l'administration fiscale. Vous trouverez en ligne l'ensemble de ces émissions ainsi que la totalité des documents qui nous ont servi à préparer ce travail, donc les slides qui présentent de nombreux détails qui ne seront pas forcément traités par nos experts, que j'ai d'ailleurs le plaisir d'inviter sur ce plateau dès à présent. Nous aurons Corinne Elsass, qui est juriste fiscaliste du CPG, Stéphane Fagot, notaire. Bonjour Didier. Et Franck Nafien, expert comptable. Bonjour Didier. Voilà, donc ce sera la première émission, mais il y a les 3 autres que je vous inviterai bien entendu à découvrir. Nous démarrons avec la fiscalité des particuliers. La grande tendance 2022, c'est un peu la poursuite de la tendance 2021 et des années précédentes, c'est-à-dire, Franck, plutôt des diminutions de la fiscalité ? Alors absolument Didier, c'est effectivement une loi de finances que je qualifierais de fin de mandat électoral, où l'on est plutôt sur les baisses d'impôts, les hausses d'impôts en général, on les met en début de mandat. Et cette tendance générale est vraiment vers une réduction, à part quelques exceptions près, une réduction de la fiscalité et de la pression fiscale. Quelques précisions sur l'impôt sur le revenu ? Tout à fait, à commencer par l'actualisation du barème qui, lui, traditionnellement suit l'inflation et les différentes tranches de barème de l'impôt sur le revenu qui augmentent de 1,40%. Les différents seuils sont réactualisés d'autant que ce soit pour les bases de calcul des bourses, des allocations familiales, des différentes réductions d'impôts. Quelques modifications pour l'application du quotient. Alors voilà, le système du quotient est un système qui évite une surimposition lorsque l'on perçoit un revenu exceptionnel. Et il permet finalement de diviser ce revenu exceptionnel par un certain coefficient, un quotient qui est ensuite étalé sur différentes années. Le principe est que l'on calcule un revenu et on applique ensuite le quotient à ce revenu exceptionnel pour en réduire le poids fiscal. La question étant, est-ce que lorsque l'on a un revenu ordinaire négatif, en regard de ce revenu exceptionnel positif, quand est-ce que l'on positionne ce revenu négatif ? La loi de finances résout le problème en précisant que le revenu négatif doit être imputé au revenu exceptionnel positif avant l'application du quotient. Ce qui, exception à ce que je venais de dire juste avant, rentre dans une réduction du système du quotient et donc une augmentation de la fiscalité du contribuable. Alors, il y a du nouveau. Tu disais à l'instant qu'on est en période préélectorale. Il y a des avantages supplémentaires pour l'emploi de salariés à domicile. Alors, l'emploi de salariés à domicile a été étendu. Jusqu'à présent, on ne bénéficiait du crédit d'impôt pour les salariés à domicile que les seuls travaux et prestations qui étaient faites au sein du logement. Peuvent maintenant être inclus dans le champ de ce crédit d'impôt des prestations qui sont effectuées à l'extérieur lorsqu'elles sont packagées avec des prestations qui sont faites au sein du logement. Et ça peut être, par exemple, le fait d'aller faire des courses ou d'aller accompagner les enfants à l'école. Ceci est désormais maintenant éligible au crédit d'impôt. Un autre élément est le plafond de ce crédit d'impôt qui passe de 12 500 jusqu'à 15 000 euros en fonction du nombre d'enfants à charge et auquel s'ajoutent certains plafonds spécifiques pour certaines dépenses, à savoir 500 euros pour les dépenses de petit bricolage, 3 000 euros pour les dépenses d'assistance informatique d'Internet à domicile et même 5 000 euros pour les prestations de jardinage à domicile. Alors, les souscriptions au capital des PME, la réglementation évolue également, des précisions. Alors, là, je dirais, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Je crois qu'on le redira 2-3 fois pendant la... Je pense aussi, mais c'est un principe général. Souscription au capital des PME, l'on peut bénéficier d'une réduction d'impôt lorsque l'on investit dans le capital d'une PME au sens européen du terme. Le taux de cette souscription de réduction d'impôt était de 18%. Il a été passé à 25% en loi de finances pour 2021, mais uniquement à partir du décret d'application qui date du 9 mai 2021. On a donc pour 2021 deux tranches. Une tranche d'impôt pour les versements réalisés entre le 1er janvier et le 8 mai 2021
qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 18%. Et pour les versements réalisés entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021, la réduction d'impôt est de 25%. Ça, c'est pour 2021. Maintenant, nous avons les souscriptions 2022. Normalement, ce dispositif est prorongé. Le taux de 25% est prorongé. Sauf qu'il est soumis à l'approbation de la Commission européenne. Donc, à l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas eu le retour de la Commission européenne. Donc, pour les versements qui sont faits du 1er janvier jusqu'au jour où la Commission européenne se positionnera, nous revenons à une réduction d'impôt à 18% et nous passerons de nouveau à une réduction d'impôt pour souscription au capital des PME à 25% une fois que la Commission européenne aura pris position. Donc, pour ceux qui peuvent attendre, je dirais qu'il est urgent d'attendre. Alors, Stéphane, une usine à gaz, le dispositif COS. Oh, il y a pire. Il y a pire. Bon. Mais on va le faire un petit peu en bref. Oui. Alors, parce qu'il y a toutes les précisions dans le PowerPoint dont j'indiquais l'existence tout à l'heure en ligne également. C'est ça. On va se contenter de rappeler que le dispositif COS est transformé en réduction d'impôt, que cette réduction d'impôt s'appliquera pour toutes les demandes de conventionnement qui seront faites à compter du 1er mars 2022. Toutes les demandes de conventionnement antérieures restent soumises au régime actuel. Dans le régime de la réduction d'impôt, la réduction sera calculée sur le montant des revenus bruts produits par le bien et le taux de la réduction sera soit de 15% en secteur intermédiaire, soit de 35% en secteur social. Et on renvoie en effet au support pour d'autres précisions sur le sujet. Alors, on va passer à la prorogation de divers régimes de faveur. Alors c'est pareil, vous retrouverez dans le support tous les régimes prorogés, tels que Censi-Bouvard, qui devait prendre fin le 31 décembre 2021, qui est prorogé jusqu'au 31 décembre 2022, tel que le régime de Normandie, qui devait prendre fin le 31 décembre 2022, qui est prorogé jusqu'au 31 décembre 2023. La décharge de solidarité en cas de divorce ou de séparation. Vous savez que quand on est marié, on est tenu à une imposition commune, et même quand on est marié en séparation de biens, on est ensemble tenu de payer les impôts du couple. Ce qui a pu mener à des situations un petit peu compliquées, dans la mesure où même après le divorce, on peut être tenu de payer les impôts qui étaient dus pendant le divorce. Il a toujours existé un dispositif qui permettait à une personne divorcée de demander à être déchargée de la cotisation d'impôt qui lui était demandée, dès lors qu'il y avait une disproportion entre l'impôt demandé et sa situation financière et patrimoniale. Et pour la mise en œuvre de ce dispositif, l'administration fiscale appréciait les facultés de remboursement jusqu'à présent sur une période comprise entre 5 et 10 ans. Ce délai est ramené à 3 ans, ce qui devrait faciliter les demandes de décharge. Je vous invite maintenant à passer à un autre chapitre, en l'occurrence les plus-values des particuliers. Premier élément, nous allons parler de la notion nouvelle, quoi qu'on en dise, des actifs numériques. Et nous avons interrogé pour cela le président de l'Ordre des experts comptables, Christian Berthold, que nous écoutons. Les actifs numériques, en fait, ne regroupent pas, comme beaucoup pourraient le penser, uniquement les crypto-monnaies, donc des échanges, des transactions sur de la monnaie qu'on peut potentiellement échanger contre de l'argent en pièces sonnantes et trébuchantes, mais ça peut potentiellement être aujourd'hui, par exemple, des œuvres d'art numérisées. Alors aujourd'hui, on ne sait pas exactement, parce que c'est relativement neuf, sous quelle forme la réglementation va appréhender ces actifs numériques. Alors, on sait déjà un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la crypto-monnaie, mais au niveau des œuvres d'art, par exemple, comment se fait un transfert de propriété? Est-ce que c'est, je dirais, pas de la main à la main, comme on peut le faire pour un tableau en bonne et due forme, mais est-ce que un simple passage suffira pour transmettre la propriété? Je crois que les pouvoirs publics et l'administration fiscale vont devoir se pencher sur ces sujets-là, notre profession également, d'autant qu'aujourd'hui, nous sommes sollicités non pas seulement par des particuliers, mais par un certain nombre de clients qui ont envie de mettre, je dirais, les pieds dans ce nouveau marché de transactions, puisque potentiellement, on parle de grosses plus-values, en oubliant souvent qu'on peut aussi faire de grosses pertes. Donc c'est un sujet compliqué, neuf. Donc le conseil que je peux leur donner, c'est de se rapprocher d'un professionnel, de prendre conseil, de s'informer, et puis pour les clients, de venir nous voir, nous, pour qu'on étudie la question. Donc Christian Berthold définit très bien ce qu'est la notion d'actif numérique. Quelle en est la fiscalité et l'évolution de la fiscalité? Depuis le 1er janvier 2019, les cessions d'actifs numériques étaient soumises à la flat tax, qui, je rappelle, est de 12,8%, plus 17,2%, donc globalement 30%. Le fait générateur de cette imposition étant la transformation de cet actif numérique en monnaie légale.
monnaie qui a un cours légal. L'analyse a été un petit peu compliquée par moment, surtout pour les personnes qui font beaucoup de petites opérations d'achat-revente. Et la loi de finances résout une partie de la problématique en introduisant le critère de caractère professionnel des opérations. Lorsque les opérations sont réalisées de caractère habituel, de telle sorte qu'on puisse les qualifier de professionnelles, elles vont désormais, à partir du 1er janvier 2023, relever des bénéfices non commerciaux, donc des BNC. Par contre, si elles ne sont pas qualifiées de revêtant un caractère professionnel, et ces revenus continueront à bénéficier du régime de la flat tax, 30%, ou alors d'être inclus sur option dans le barème de l'impôt sur le revenu, si c'est plus favorable pour le contribuable. Nouveau chapitre, les impôts locaux et les taxes diverses. Alors, Stéphane, il y a une nouvelle déclaration spéciale pour l'évaluation des maisons exceptionnelles. Je vais donc devoir déclarer mes monastères et châteaux en Espagne, bien entendu. Tout à fait. Dans le cadre de la réévaluation des valeurs qui servent d'assiette à la taxe foncière pour les locaux d'habitation, il est prévu une nouvelle obligation déclarative plutôt, à la charge des propriétaires de locaux d'habitation à caractère exceptionnel. Alors on parle en effet de châteaux, de monastères, de choses comme ça. Ces propriétaires vont devoir utiliser un formulaire qui va être mis à disposition de l'administration fiscale et renseigner un certain nombre d'informations qui vont permettre de déterminer la valeur vénale de ces biens pour servir d'assiette à la taxe foncière. Suite du feuilleton de la suppression de la taxe d'habitation, quelles sont les mesures 2022 ? Alors, c'est ce que disait Franck en début d'intervention, c'est-à-dire qu'on poursuit l'allègement de la taxe foncière. Une grande partie de la population en est déjà exonérée. Ceux qui n'en sont pas encore exonérés auront un allègement de 65% au courant de l'année 2022. Alors attention, ceux qui sont mensualisés, les mensualités ne sont pas automatiquement mises à jour. Il convient de se rendre sur impôts.gouv pour adapter les mensualités. Et au 31 décembre 2022, sera supprimée la taxe d'habitation, mais uniquement sur les résidences principales. Elle restera due sur les résidences secondaires. Nouveau chapitre, cette fois-ci, ce sont les droits d'enregistrement. Alors Stéphane, autre actualité, cette fois-ci, sur la diminution du droit de partage. Voilà, toujours au chapitre des bonnes nouvelles. Le droit de partage de 2,5% qui était passé à 1,8% passe en 2022 à 1,1%. C'était une baisse qui était annoncée. Par contre, on rappellera que c'est un taux dérogatoire qui s'applique uniquement sur les partages de divorce et de couples pacsés. Le taux de droit commun reste à 2,5% et il reste applicable sur tous les autres partages que sont les partages de succession, les partages de société, par exemple. Quelques rappels sur la déclaration en ligne de dons manuels. Depuis 2021, il est possible de télédéclarer les déclarations de dons manuels sur impôts.gouv.fr et également de payer l'impôt qui va avec. Nous avons posé des questions sur ce sujet à votre collègue notaire, Maître Lotz, qui va nous donner des précisions. Depuis le 1er juillet 2021, donc c'était la loi de finances de 2020 qui est entrée en application, il est possible de faire une déclaration en ligne sur le site impôts.gouv d'un don manuel, c'est-à-dire de quelque chose que quelqu'un vous a donné, ça peut être les parents, ça peut être aussi d'autres personnes et ça peut être une somme d'argent, ça peut être un meuble corporel, ça peut être éventuellement des actions de société, avec un bémol quand même. On ne peut pas tout donner par une simple déclaration, puisque le principe, c'est qu'une donation, c'est un acte solennel qui doit être fait devant notaire. La seule chose qui peut être transmise par don manuel, par simple télédéclaration, ce sont des actions de société, puisqu'elles peuvent être transmises par simple tradition ou par mouvement de compte à compte. En revanche, lorsqu'il s'agit de parts de SARL, de parts de SNC, de parts de sociétés civiles, elles ne peuvent pas, civilement parlant, être transmises par simple don manuel. Il y faut un acte notarié, quand bien même on le ferait fiscalement pour payer les impôts, mais la donation en elle-même n'est pas faite, elle est nulle et de nul effet.
L'idée, c'est en tout état de cause, de préconiser le conseil et d'en informer le notaire quoi qu'il arrive. Il a besoin de savoir ce qui se passe dans la famille et pour que, au moment de la succession, tout se passe le mieux possible. Vous savez, le notaire, il est là pour assurer la paix des familles. Hein. Le but, c'est qu'on puisse au moins conseiller les gens, leur dire faites ceci, ne le faites pas, égalisons, essayons de faire au mieux pour qu'il n'y ait pas... D'abord pour que la loi soit respectée, ensuite pour que la paix dans les familles soit conservée. Au-delà effectivement de la déclaration des dons manuels, il y a également l'obligation de télédéclarer les déclarations de succession. Tout Stéphane. à fait, avec en objectif le fait que d'ici 2025, toutes les déclarations de succession soient déposées par voie dématérialisée. Et on commence avec un déploiement qui va être progressif entre 2022 et 2024. Et pour l'année 2022, ce sont les notaires qui progressivement vont pouvoir télédéclarer. Alors, une télédéclaration qui restera une déclaration faite chez le notaire sous format papier, l'original étant conservé par le notaire et envoyé sous forme dématérialisée à l'administration fiscale. Alors tout à l'heure, j'évoquais une usine à gaz avec le dispositif COS. Et là, on va rentrer dans une autre qui est pas mal, c'est le dispositif Dutreil. Alors, une usine à gaz, peut-être pas, parce que c'est un dispositif qui est quand même très utile, pratique et performant, dira-t-on, mais qui techniquement est en effet très compliqué. Alors, pour nous aider à comprendre, avant de te réécouter de nouveau tout à l'heure, nous avons également posé la question à Françoise Collonja, qui est la directrice de la DGFiP, et qui va nous donner des précisions sur ces mécanismes. Le pacte Dutreil, c'est un régime de faveur pour la transmission d'entreprises, que ce soit une transmission par succession ou par donation. Donc c'est un régime de faveur qui permet d'avoir un abattement de 75% de la base d'imposition. Mais ce pacte s'accompagne d'engagements de la part des bénéficiaires ou des héritiers de s'engager de conserver l'entreprise pendant 2 ans. Le régime est en train d'évoluer et l'administration a produit un début de doctrine, mais qui mérite d'être affinée. Par contre, cette doctrine s'assouplit. Elle s'assouplit au niveau notamment de la direction, qui pourra être à la fois par les bénéficiaires ou par des détenteurs de titres, par ceux qui s'engagent également dans le cadre du pacte Dutreil, pas exclusivement que les bénéficiaires ou les héritiers. Les parts des entreprises peuvent être détenues par des holdings qui doivent prendre les mêmes engagements que les bénéficiaires du pacte Dutreil au même titre. Et ces holdings peuvent être elles-mêmes partie prenante à la direction, ça c'est un assouplissement récent, peuvent prendre part à la direction de l'entreprise, avec les mêmes engagements de détention que les bénéficiaires directs. L'assouplissement de la doctrine en matière de pacte Dutreil concerne principalement les fonctions de direction, qui pourront être alternativement tenues soit par un bénéficiaire, soit par un signataire de l'acte d'engagement de conservation. Alors Stéphane, le champ d'application de Dutreil, l'évolution de la doctrine de l'administration, que peut-on en dire de plus ? La vraie actualité en matière de droit d'enregistrement, en réalité, elle n'est pas dans la loi de finances, elle est plus dans ces commentaires que l'administration a fait du dispositif Dutreil. Et pour comprendre l'importance de ces commentaires, il faut se souvenir que courant 2021, l'administration a publié des commentaires provisoires sur le dispositif Dutreil. Commentaires qui sont allés au-delà du simple commentaire, commentaires dans lesquels ont été rajoutées des conditions par rapport au texte de loi qui ont inquiété beaucoup les professionnels quant à la mise en œuvre des dispositifs Dutreil. Cette année viennent d'être publiés les commentaires définitifs de l'administration, qui étaient du coup très attendus et dont on peut retenir 2 choses. 1, que l'administration revient à une interprétation plus conforme au texte de la loi fiscale, et 2, qu'elle apporte quelques précisions utiles pour sécuriser la mise en œuvre des pactes Dutreil. Et donc il y a en effet un certain nombre de points qu'on peut reprendre sur les commentaires de l'administration. Donc j'ai bien compris que les commentaires de l'administration mettaient de la clarté un peu dans ce système. Quel est le champ d'application de ces dispositifs Dutreil ? Alors, les commentaires de l'administration sont venus préciser certains points du champ d'application du dispositif Dutreil. Et en premier lieu sur les activités immobilières. L'administration fiscale nous dit « toutes les activités de gestion d'un patrimoine immobilier
ne sont pas éligibles au dispositif du Trey. Peu importe qu'on parle de location nue, de location meublée, ça n'est pas éligible au dispositif du Trey. En matière immobilière, sont éligibles au dispositif du Trey les activités de marchand de biens, les activités de construction-vente, mais pas les simples activités de gestion d'un patrimoine immobilier. Toujours au niveau du champ d'application du pacte du Trey, l'administration fiscale apporte des précisions sur la notion d'activité mixte. Pour être éligible au dispositif du Trey, une société doit avoir une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale. Par contre, il n'est pas exigé qu'elle exerce cette activité à titre exclusif, tant que cette activité reste prépondérante. Et c'est sur cette notion de prépondérance que l'administration a apporté des commentaires. L'administration nous dit que le caractère de prépondérance s'apprécie au regard d'un faisceau d'indices déterminés par la nature de l'activité et les conditions de son exercice, ce qui en soi reste quelque chose d'assez subjectif et sujet à interprétation. Mais l'administration ajoute: à titre de règle pratique, il est admis que l'activité reste prépondérante, à condition que 1. Le chiffre d'affaires procuré par cette activité représente au moins 50% du chiffre d'affaires total de la société, et 2. La valeur vénale de l'actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50% de la valeur vénale de l'actif brut total. Et donc on a maintenant un critère objectif, quantitatif, qui permet d'apprécier la prépondérance. Il y a le cas des holdings. Tout à fait, où l'administration vient également apporter des précisions. Vous savez qu'on a 2 sortes de holdings, les holdings classiques qui n'ont qu'une activité de détention d'un patrimoine, qui ne sont donc pas éligibles directement au dispositif du Trey, elles le sont indirectement, et les holdings animatrices de groupe, qui, elles, en plus de l'activité de détention d'un patrimoine, ont une activité de conduite de la politique du groupe, et qui du coup sont éligibles directement au dispositif du Trey, à condition que cette activité d'animation de groupe soit leur activité principale. Et c'est sur cette notion d'activité principale que l'administration apporte des précisions, en nous disant que le caractère principal de l'activité d'animation peut être retenu lorsque la valeur vénale des titres de ces filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale représente plus de la moitié de son actif total. L'administration a donné également des précisions sur la fonction de direction. Tout à fait. Alors, pour comprendre l'importance, il faut avoir lu les commentaires qui étaient parus en 2021, qui avaient laissé planer le doute sur le point de savoir qui pouvait exercer les fonctions de direction. Et là, l'administration fiscale vient apporter un certain nombre de précisions utiles et qui viennent sécuriser la mise en œuvre de ces dispositifs. 2 choses à retenir. La première, l'administration fiscale dit que suite à la transmission, les fonctions de direction peuvent être exercées soit par un signataire de l'engagement collectif et vient préciser, y compris le donateur, même s'il a donné tous ses titres et que du coup il n'est plus réellement soumis à cet engagement collectif de conservation, ou par un des bénéficiaires de la transmission, héritier ou légataire. Deuxième précision, vous savez qu'en matière de pacte réputé acquis, il y a une condition spécifique qui est que les fonctions de direction doivent être exercées par le donataire. L'administration fiscale vient préciser que, en plus des fonctions de direction exercées par le donataire, il est possible que ces fonctions soient exercées par un autre associé, y compris le donateur. Et donc c'est important puisque ça vient avaliser les pratiques de codirection entre le donateur et le donataire. Merci. La notion de family buy-out. Alors, vous savez que suite à la transmission qui a eu lieu dans le cadre du dispositif du Trey, le donataire doit conserver les titres. S'il aliène les titres, le dispositif est remis en cause. Il y a une exception à ce dispositif puisque on admet que l'exonération n'est pas remise en cause en cas d'apport des titres à une société sous 2 conditions. Première condition, que la valeur réelle de l'actif brut de la société holding bénéficiaire de l'apport soit composée pour plus de 50% de participation dans la société dont les parts ont été transmises. C'est sur cette notion, en premier lieu, que l'administration apporte des précisions, en nous disant qu'il est admis de prendre en compte la valeur vénale de toutes les participations détenues par la société holding et non pas uniquement les participations qui seraient soumises à un engagement de conservation. Deuxième condition, la société holding doit être dirigée et détenue à hauteur des 3/4 au moins de son capital et de ses droits de vote par des personnes qui sont soumises à un engagement collectif ou individuel de conservation. Et là également, l'administration fiscale apporte des précisions en disant qu'il est admis que les donateurs puissent détenir plus de 25% du capital et des droits de vote de la holding, à condition que la majorité du capital et des droits de vote soient détenus par les bénéficiaires de l'exonération partielle.
On peut quand même dire que ce sont des sujets très très techniques. Il y a besoin de conseils. Alors, sur le dispositif du Treil, on a toujours cette remarque. C'est un fantastique outil, par contre, d'une très 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 grande technicité et complexité. Tout à fait. Merci Stéphane. Prochain sujet, la fiscalité internationale. Alors Franck, la retenue à la source due par les sociétés non résidentes. En bref, les détails sur le PowerPoint qui est à la disposition de nos auditeurs. En résumé, lorsqu'une société française verse à un contribuable ou à une société qui n'est pas domiciliée fiscalement en France une rémunération, cette rémunération subit une retenue à la source. Jusqu'à présent, cette rémunération était prélevée sur l'intégralité de la somme qui était versée par le débiteur, ce qui était considéré comme étant un petit peu injuste puisqu'on ne tenait pas compte des frais et des charges qu'engageait le bénéficiaire de cette rémunération pour pouvoir réaliser cette activité et percevoir cette rémunération. A donc été appliqué par la loi de finances depuis le 1er janvier 2022 un abattement de 10% sur l'assiette donc, de cette retenue à la source. Attention, il faut cependant respecter deux conditions pour bénéficier de cet abattement, et c'est le bénéficiaire qui doit respecter ces deux conditions. La première, c'est qu'il faut que le bénéficiaire soit une personne morale ou un organisme qui n'est pas soumis à une imposition sur le revenu entre les mains de ses associés. Et la deuxième condition est que le bénéficiaire doit avoir son siège social soit au sein de l'Union européenne, soit au sein d'un État membre de l'espace économique européen, ayant signé avec la France une convention d'assistance administrative destinée à lutter contre la fraude fiscale. Alors, les conditions d'accréditation des représentants fiscaux, là également, en bref. En bref, actuellement, certains contribuables, notamment non domiciliés en France, doivent par moment se faire représenter fiscalement par un représentant fiscal. La loi de finances précise les conditions pour accréditer les représentants fiscaux, notamment que ces représentants fiscaux doivent justement être en France, doivent être à jour de leurs impositions, ne pas avoir commis de fautes fiscales graves et importantes, ce qui semble quand même être le minimum, et être eux-mêmes à jour du paiement de leurs propres impôts, ce qui semble aussi d'ailleurs un petit peu logique. Ces conditions doivent être respectées, à défaut, l'accréditation du représentant fiscal est perdue. On attend un décret pour la mise en place. Par contre, cela concernera à la fois les nouveaux représentants fiscaux, mais aussi ceux qui sont déjà actuellement représentants fiscaux, l'application étant immédiate. Alors, il y a une présomption de détention de 10% pour les trusts établis dans un pays à fiscalité privilégiée. On appelle ça un paradis fiscal, non? C'est pas ça? Plus ou moins. C'était une façon élégante de le nommer autrement. Le souci, c'est que comment savoir si une personne détient, quelle est la participation que détient un contribuable dans un trust, puisque le trust, par définition, c'est un petit peu difficile à définir. Or, toute personne qui détient directement ou indirectement plus de 10% des droits financiers d'une entreprise doit payer en France les impôts correspondants. Je parle bien sûr de personnes fiscalement domiciliées en France. Donc, en l'absence de possibilité de déterminer les taux de détention des trusts, la loi de finances décide qu'il y a une présomption de détention de 10% des trusts dès qu'un contribuable français détient des parts dans un trust. On peut bien sûr prouver le contraire, mais charge au contribuable de réunir les éléments pour démontrer à l'administration fiscale que ce taux de détention n'est pas de 10% minimum. Prochain sujet, autre mesure. Franck, prorogation et aménagement du crédit d'impôt éco-PTZ, ce sont donc les nouveautés également de la loi de finances 2022. C'est toujours pratique d'avoir un divers dans lequel on peut mettre tout ce qu'on ne sait pas où mettre ailleurs. Le premier élément, c'est l'éco-prêt PTZ, le prêt à taux zéro, qui est prorogé et aménagé. Tout d'abord, le plafond de ce prêt qui était 30 000 € passe à 50 000 € par logement lorsque l'avance sert à financer des travaux destinés à atteindre un certain niveau de performance énergétique. Et ceci concerne les avances émises à partir du 1er janvier 2022. Ensuite, un réaménagement de la durée de ce prêt qui peut, lorsqu'ils sont destinés à financer le même type de travaux, destinés à obtenir une certaine performance énergétique, peuvent être passés de 180 à 240 mois pour le remboursement de ce prêt. Et enfin, ce prêt est cumulable avec MaPrimeRénov' et il est éligible au même titre de bien que les travaux qui sont couverts par MaPrimeRénov'. Alors justement, à propos de la prime rénov', il y a aussi de l'actualité.
Absolument. Ce dispositif est prolongé pour l'année 2022 et il n'y a pas de condition de plafond de ressources. Par contre, c'est donc l'Agence nationale à l'amélioration de l'habitat, ANA, qui la gère et qui la verse, qu'elle ne procédera pas de versement lorsque le montant de la prime est inférieur à 80 €. De plus, ne seront désormais éligibles à cette prime que les logements qui ont plus de 15 ans. Les logements neufs ou plus récents ne sont pas concernés. Ils ont quand même budgété une enveloppe de 3,2 milliards pour 2022 au titre de cette prime. Oui. C'est qu'il n'est pas négligeable, en effet. Quelques mesures diverses pour terminer ce chapitre. Voilà. Avec un plafond d'exonération des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, qui sont pris en charge par des collectivités ou par Pôle emploi, par exemple, ce plafond passe à 310 € en 2022 au lieu de 240 € jusqu'à présent. A été également récemment annoncé l'augmentation du barème des indemnités kilométriques qui serait augmenté de 10%. À voir les précisions puisque c'était une annonce gouvernementale dont nous voulions faire bénéficier nos auditeurs. Une prolongation également du plafond dérogatoire pour la réduction d'impôt que l'on appelle Coluche, puisque ça concerne les versements qui sont faits au profit des organismes qui fournissent des repas et des soins aux personnes défavorisées. Ce plafond dérogatoire de 1 000 € est prorogé pour 2022 et 2023. Est également prorogé pour 2022 le taux de réduction de 75% pour les réductions d'impôts faites au bénéfice d'organismes de lutte contre les violences conjugales et domestiques, toujours également dans la limite d'un plafond dérogatoire de 1 000 €. Pour un rappel, les sommes qui dépassent ces plafonds de 1 000 € restent éligibles à une réduction d'impôt, mais qui est de 66%. Merci aux deux spécialistes pour leurs éclairages. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous invite évidemment à ne pas manquer les 3 autres émissions consacrées à la fiscalité, aux mesures en faveur des entreprises, le nouveau statut des indépendants, ainsi que les relations avec l'administration fiscale. Le dossier, encore une fois, concocté par les experts comptables, les notaires, les centres pluridisciplinaires de gestion et le centre de gestion Alsace, est toujours à votre disposition en ligne sur les sites internet de ces différents organismes. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je vous souhaite une bonne suite de journée.